l'expérience, elle maîtrise ces choses. Ce n'est pas seulement moi qu'elle a accompagné plusieurs personnes aussi. Et les personnes ont eu des bourses. Donc, je ne sais pas comment dire, c'est comme si elle transmet les bourses aux gens. Un peu. De la même manière que nous transmettons les acceptations, elle transmet les bourses. Elle a ce talent-là, quoi. Les personnes qui l'accompagnent. Mais bizarrement, c'est ça, en fait. Parce que, en réalité, je n'ai pas eu. J'ai eu une bourse et j'ai eu des propositions d'autres bourses, si tu te rappelles bien. Oui, bien sûr. Salut les gars, aujourd'hui, on a une invitée spéciale. Elle a eu cette acceptation sur Campus France. Elle va nous partager son parcours. Si tu veux savoir comment elle a fait pour avoir cette acceptation sur Campus France, alors écoute bien cette vidéo. Là, elle va beaucoup t'aider. Son parcours est inspirant. Et je ne te dis même pas, c'était mon mentor lorsque je faisais mes procédures Campus France. Donc aujourd'hui, on va beaucoup se régaler avec ce qu'elle va nous partager, les gars. Elle a de l'expérience. Son expérience est énorme. Donc du coup, je préfère ne pas trop en parler. Je vais lui passer la parole. Salut Maëva. Salut Ismaël. Bonjour à toutes et comment vas-tu? Je vais bien, merci et toi. Ça va. Elle vous salue les gars, elle vous salue. Ok, Maëva, pour des gens qui ne te connaissent pas, forcément il y a certaines personnes qui ne te connaissent pas ici et tu vas devoir te présenter pour des personnes qui ne te connaissent réellement. Qui est vraiment Maëva dont je parle un peu en disant c'est mon mentor et qui m'a accompagné. Mais non. Donc, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu ton parcours avant les procédures Campus France? D'accord Ismaël. Alors je suis Titi Maëva Kebouyakou, je suis de nationalité camerounaise, je suis doctorante en deuxième année en microbiotechnologie à l'Université de Paris-Saclay. Et concernant mon parcours avant la procédure Campus France, alors j'ai obtenu, on va dire, mon baccalauréat scientifique, baccalauréat C, au lycée de Biémassi à Yaoundé au Cameroun. C'était à peu près en 2017. Et par la suite, je suis allée en fac à l'Université de Yaoundé, notamment en Guayaquil, où j'ai fait mes 3 premières années de licence en physique fondamentale. Donc, j'ai eu ma licence en 2020, oui. Et donc, à la suite de ça, j'ai intégré un Master 1 en sciences des matériaux, toujours à la fac, avant de pouvoir voyager pour la France. Voilà. C'est un peu ça. D'accord, merci pour ta réponse. Et c'est exactement ça. Parce qu'on a intégré la licence 1 ensemble et oui. Tu es parti en France 1 an avant moi. Donc, les gars, son parcours, c'est réellement ça en fait. Donc, pas de souci. Et forcément, peut-être vous posez la question qu'elle a intégré, quel niveau, mais elle a dit un Master 1. Donc, c'était un peu ça, quoi. Ok, Maëva, je vais te poser une seconde question parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de questions à te poser et on veut l'information en fait. Donc, d'accord. Tu vas beaucoup plus supporter nos questions, quoi. Maëva, j'imagine qu'au Cameroun, on ne connaît pas trop qu'il faut voyager pour venir étudier en France. Ou bien, chacun est dans sa zone de confort. Qu'est-ce qui t'a réellement motivé à faire tes procédures pour venir en France, en fait? Il faut dire qu'au Cameroun, tu l'as dit, on ne connaît pas vraiment, mais laisse-moi te dire qu'il y en a qui connaissent, mais c'est juste que le coût est élevé. Enfin, on va dire, pour une personne normale qui veut venir étudier en France, on va dire que les études sont chères et sont coûteuses, entre guillemets, et autres. Donc, il faut plutôt dire qu'il y a peut-être d'autres moyens de venir étudier qui sont peut-être pas coûteuses, mais qui peuvent se baser sur d'autres critères que les gens ne connaissent pas forcément, notamment les bourses d'études et autres. Concernant, on revient à la question de ce qui m'a motivée pour venir étudier en France. Très clairement, on va d'abord parler de la qualité de formation que la France propose par rapport au Cameroun, parce qu'on est d'accord que au Cameroun, on est beaucoup plus axé sur la théorie. Donc, on a fait la fac ensemble. Tu sais très bien les cours de physique qu'on avait. On n'avait pas de partie expérimentale après pour pouvoir mieux comprendre en fait cette théorie qu'on faisait beaucoup plus. Enfin, ces calculs et enfin, toute cette théorie-là. Pourtant, en France, c'est une formation, on va dire, complète, beaucoup plus complète, beaucoup de théorie, beaucoup de pratique pour mieux comprendre
théorie-là, des stages et tout. Voilà, il y a tout un tas de trucs qui sont mis en jeu pour pouvoir avoir une formation complète. Et aussi, on est d'accord que voilà, on est tous à la recherche on va dire d'un futur meilleur. Voilà, donc l'idée de venir en France aussi vient de là. Et aussi, on va dire que par rapport à la langue, la France aussi, voilà, je vais pas dire que par rapport à d'autres pays, comme par exemple l'Allemagne, moi je voulais pas aller faire des cours de langue et tout. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas la France et tout. Et après, comme j'ai dit, j'avais des possibilités d'obtenir des bourses d'études pour la France et voilà, je me suis lancée. C'est ça. D'accord. C'est très inspirant et j'espère que ça vous aide également. Elle aussi parlait des frais pour voyager. C'est vrai, certaines personnes n'ont pas la capacité de payer le montant. Par exemple, faire un avis de 5 millions de francs CFA. Tout à fait. Et payer le billet d'avion, ça devient intense. Mais les gars, vous pouvez aussi faire des prises en charge. Donc, en réalité, quelqu'un peut voyager avec moins de 2 millions. Il faut se connaître, mais ça dépend de plusieurs critères. Oui, c'est bien possible. C'est possible. Okay. On peut faire une prise en charge. Tu peux avoir un oncle, un membre de ta famille qui te... La personne te fait la prise en charge, en fait. Et du coup, tu n'as qu'à payer le billet d'avion comme ça. Mais au cas où tu n'as personne en France, comment ça se passe? Par exemple, moi, je vais dire que j'avais pas de... Pas forcément en France. Tu vois, la personne peut être dans l'Union européenne, en Europe ou bien en Amérique du Nord. D'accord, ok. Donc, tu vois, mais quand c'est en Afrique, c'est... Comment tu vas au quartier, c'est mort. Ouais, ok. C'est peu probable que ça passe en fait. On ne veut pas. Si c'est en Afrique, le garant doit avoir 5 millions dans le compte. Ça peut passer dans certains pays, mais il y a certains pays où ça ne passe pas. Donc ne viens pas dire qu'Ismaël a dit que ça ne passe pas automatiquement. Non. D'accord, ok, merci. C'est très important quand même. Ok, merci Maëva. Je vais aller dans le vif du sujet même le dossier Campus France. Parce que j'imagine que c'est ça qui bloque un peu nos abonnés en ce moment, le dossier Campus France, surtout en cette période. Les gars stressent beaucoup sur les dossiers. Donc, j'espère que tu vas beaucoup plus apporter des éléments. C'est vrai que ça fait depuis, tu ne fais plus dans les procédures, mais l'expérience reste l'expérience en fait. J'espère m'en souvenir. L'expérience reste l'expérience. Donc, on espère que tout va se passer normalement. Ok. Bon, dossier Campus France. Comment as-tu réellement préparé ton dossier pour augmenter tes chances d'acceptation? Parce que c'est la question qui perturbe plusieurs personnes en ce moment. Ismaël, pour préparer mon dossier Campus France, je ne l'ai pas fait à la hâte, à la va-vite, non. Je ne l'ai pas fait sur le coup, c'est-à-dire quand Campus France a ouvert ses portes pour l'année académique qui suivait. Non. Ce que j'ai fait, c'est que plusieurs mois avant, j'ai commencé à me renseigner par rapport à tout ce qu'il fallait savoir concernant la procédure Campus France. Pour cela, je me suis dirigée vers un aîné académique, un année académique qu'on avait en fac, il était un an au-dessus de nous, par rapport à comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut, par rapport aux bourses d'études, qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, et beaucoup de choses. Également, je regardais sur Internet quelles sont les formations en fait, qui me correspondent par rapport à ce que je voulais faire après, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, comment il faut que je m'y prenne et tout. Donc, j'ai fait toutes ces recherches-là bien avant. Donc, c'est pas quand la procédure Campus France a commencé que j'ai commencé à faire mes recherches. Je les ai fait bien avant. Et donc, ce qui fait que quand Campus France a ouvert son compte, je suis juste allée sur Internet, j'ai créé mon compte. J'avais déjà les formations en fait en tête que je voulais faire. Donc, j'allais juste dans Campus France, je sélectionnais les formations que j'avais. Je choisissais les formations que j'avais présélectionnées avant et voilà, je laissais les choses se faire. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà fait des recherches bien avant par rapport à tout. Donc, c'est un peu ça. Et comme je vous ai dit, je vais prendre un petit exemple. Moi, je suis venue sur bourse d'études et du coup, ce que j'avais fait avant, c'est que j'avais déjà un projet professionnel que j'avais établi. Et du coup, par rapport au projet professionnel que j'avais établi, j'avais essayé de chercher les formations qui pouvaient m'aider à aboutir à ce projet professionnel. C'est ce qu'on appelle un projet d'études. Et donc, les formations que je choisissais, c'était certes en lien avec le projet professionnel que je voulais faire plus tard, mais aussi, je choisissais des formations qui pouvaient me permettre d'obtenir une bourse d'études plus tard, parce que c'est pas toutes les écoles qui offrent des bourses d'études. Donc j'ai tenu compte de tous ces paramètres là avant de pouvoir choisir mes formations et autres. Donc tout ça je l'ai fait bien avant même que Campus France ne puisse ouvrir ses portes. Voilà. Ça. D'accord, merci. Donc en réalité, comme je vous dis toujours, les gars, les procédures Campus France se préparent bien en amont. Vous avez bien suivi.
elle a commencé très, très tôt avant que Campus soit un nouveau support. C'est ce qu'elle me dit tout le temps. Et moi-même, vous avez dit que j'ai commencé très, très tôt. Et elle a dit qu'elle a contacté des personnes. Et moi-même, mais je t'ai contacté, c'est ça en fait. Je t'ai contacté même au mois de, je sais pas, au mois d'août. Au mois d'août, je t'avais contacté. Donc, bien avant même. 2 mois avant. Ouais, c'est ça. Bien avant, voilà. Parce que ça ouvre généralement le 1er octobre. Bien avant, je t'avais contacté. Donc, ce n'est pas moi qui dis, c'est elle qui dit. Okay, et aussi, n'hésitez pas. Juste un petit tout, n'hésitez pas aussi à faire des recherches vous-même sur Internet, parce que y a tout se trouve sur Internet aussi. Le tout, c'est de fouiller, de ne pas. Enfin, vous devez avoir une certaine motivation en le faisant. Donc, en fouillant, vous allez trouver des trucs vraiment de ouf. Voilà, c'est ça. D'accord, j'imagine que si les abonnés regardent cette vidéo, ça veut dire qu'ils ont fouillé sur Internet avant de tomber sur cette vidéo. Donc, en réalité, continuez sur la même lancée, continuez bien, vraiment, continuez comme ça. Et si vous n'avez personne, parce qu'il y a des gens qui n'ont personne en France pour contacter, pour connaître. Il y a même certaines personnes qui vont contacter les aînés. Les aînés vont dire, mon gars, désolé autant pour moi, les aînés vont dire, mon gars, je suis déjà en France, toi, on s'en fout. Donc, en réalité, c'est pour ça que notre agence est là, on vous accompagne également. Donc, c'est très important de se faire accompagner. Le lien en description de vidéo, vous allez cliquer, prendre rendez-vous avec nous. Ok. Maëva, merci pour cette réponse. Je vais te poser une seconde question. Il y a même autant de questions à poser. Donc, en réalité, quels sont les documents que certains étudiants négligent souvent, ou bien parfois certains étudiants préparent mal lorsqu'ils veulent faire les procédures Campus France, selon toi? Ok. Selon moi, je pense que les documents qui sont les plus négligés sont principalement le CV et la lettre de motivation. Voilà. Alors, on va commencer par la lettre de motivation. Déjà, ça, c'est quelque chose de très, 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 très capital, très, très, très fondamental quand tu fais une procédure. Donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus négligé par les étudiants parce que dans la lettre de motivation, on doit pouvoir retrouver ton projet d'études et ton projet professionnel. Et j'ai eu à faire, j'ai eu à faire un petit, on va dire, un bref résumé de ce que c'est précédemment dans ma réponse précédente, mais je vais revenir dessus. Alors, dans la lettre de motivation, je dois pouvoir dire que voilà, je dois faire, on va dire peut-être tu viens en master, je dois pouvoir faire un master en tel, puis un master 2 en tel, pour plus tard exercer dans tel domaine, pour devenir peut-être ingénieur ou je sais pas moi travailler en tant que je sais pas consultant dans tel domaine, c'est un peu ça. Donc tu dois pouvoir donner les étapes qui vont te permettre d'aboutir en fait à ton projet professionnel, c'est-à-dire à ce que tu veux devenir plus tard. Donc c'est ça qu'on appelle le projet d'études. Donc tu dois pouvoir bien le définir dans ta lettre de motivation de manière claire et cohérente et en lien aussi avec ce que tu as eu à faire avant. Parce que tu peux pas avoir faire chimie et du coup là tu indiques que je vais faire un master informatique. En informatique pour après voilà. Donc ça doit avoir une certaine corrélation entre tes études précédentes, ce que tu vas faire en France et ton métier futur. Voilà, donc je dois pouvoir bien le décrire dans ta lettre de motivation. Je dois pouvoir en fait mettre en valeur en fait toutes les matières, enfin je parle de toutes les matières, mais les matières en fait ou les projets que tu as eu à réaliser avant, qui sont en lien avec les formations que tu vas suivre. Donc tu dois pouvoir les mettre en fait et trouver en fait le moyen d'agencer tout ça dans ta lettre de motivation. Je dois pouvoir, on va dire, un peu flatter l'école, quoi. Enfin, tu dois pas, par exemple, si tu prends par exemple l'université comme prénom, l'université de Strasbourg. Si je me trompe pas, l'université de Strasbourg, elle est 3e dans le classement de Shanghai, je crois. Donc, tu dois pouvoir mettre ça en valeur dans ta lettre de motivation. On dit que voilà, c'est une bonne école, bien classée, elle offre des formations de qualité et tout. Voilà, donc il y a tout ça en fait que je dois pouvoir intégrer dans ta lettre de motivation. Tu dois aussi pouvoir te vanter aussi dans ta lettre de motivation par rapport à tes capacités, si tu es une personne travailleuse, sérieuse et tout. Donc, tu dois pouvoir mettre ces qualités-là aussi dans ta lettre de motivation. Donc, je pense que c'est un document qui est beaucoup négligé et que les étudiants doivent vraiment prendre du temps pour la construire. Et j'ai vu une vidéo que tu as faite récemment, ou je sais pas trop quand, où tu disais que voilà, il est inadmissible qu'une personne prenne 3 heures de temps pour faire une lettre de motivation. La lettre de motivation, exactement. Ouais, c'est pas possible du tout. C'est franchement une bonne lettre de motivation, elle se prépare, elle se peaufine avec le temps et voilà. Par exemple, pour laquelle il faut commencer les choses bien avant. Voilà. Bien avant, exactement. Voilà. Et ouais, ok. Ensuite, le deuxième point, c'est le CV.
voilà, le CV, c'est quelque chose de très important. Donc, on va pas prendre un CV et vraiment, il est mal agencé. Enfin, les choses vont dans tous les sens. Non. Dans le CV, enfin, je me dis que dans le CV, je dois pouvoir aussi mettre en valeur, je vais pas dire mettre en valeur, mais pouvoir dire ce que toutes les formations que tu as eu à faire depuis, je sais pas moi, depuis ton bac, licence 1, licence 2, licence 3, mettre en fait en valeur pas seulement les notes, mais aussi, je vais dire les notes, oui, pas seulement, mais aussi les projets que tu as eu à réaliser. Par exemple, si au cours de par exemple en licence, tu as eu à faire un stage ou un projet en lien avec ce que tu vas faire, tu le mets dans ton CV, tu mets les tâches que tu as eu à réaliser, comme ça, la personne en fait je vais pas dire le recruteur, mais comment on les appelle encore? Le comité de sélection. Exactement, le comité de sélection, voilà, c'est ça. Il va voir en fait que non, lui, il a quand même une expérience dans ça, il a fait tel projet, il a fait tel si par exemple, je sais pas si par exemple au niveau 1 en licence, on fait des TP, des travaux pratiques de, je sais pas moi, il y a des travaux pratiques là qu'on fait en licence 1, enfin, je sais pas trop de quelle matière. Il y a en physique, même, oui, c'est ça. Sans te couper sur la même lancée que toi, parfois même les exposés, ce qu'on souvent exposer, ça fait que ce sont des projets. Ce sont des projets. Les ne savent pas en fait. Oui. Exactement, oui. Okay. Tu dois pouvoir les mettre, par exemple, même des projets également qu'on demande de réaliser, d'effectuer. Enfin, il y a des projets comme ça qu'on a fait en licence, tu dois pouvoir les mettre en fait dans ton CV pour pouvoir le booster. Et aussi, tu dois mettre tes compétences aussi, tes compétences que tu as acquises aussi, et aussi, par exemple, tes qualités. Non pas tes qualités, mais aussi comment dire par rapport aux langues. Si par exemple tu parles bien l'anglais, tu dois pouvoir mettre dans ton CV que non, j'ai tel niveau en anglais, intermédiaire, débutant, enfin, je sais pas si c'est élevé, bon, mais tu dois pouvoir mettre ça dans ton CV, voilà. Et aussi professionnel. c'est ça. C'est seulement que je veux dire le mot que tu cherchais en fait, professionnel. Ouais, merci beaucoup Ismaël. D'accord. Donc en fait c'est ça, je dois pouvoir le valoriser. Une petite anecdote pour moi, par exemple, quand je faisais mon CV pour postuler, quand je faisais mes procédures, l'aîné qui m'a beaucoup aidé, je te salue d'ailleurs Loïc, merci beaucoup pour ton aide, il me disait, tu vois sur ton CV, vu que tu as eu de bonnes notes en licence, mets-les en rouge. Donc par exemple, mets-les en rouge parce que quand le comité de sélection va prendre ton truc, il va dire ah non, licence 1, licence 2, licence 2, licence 3, master et tout, elle a eu de bonnes notes et tout. Il est captivant en fait déjà parce que pas les notes qu'il voit et après il va essayer de regarder en fait le reste et tout. Donc voilà, mets en rouge pour que ça puisse frapper à l'œil. Voilà, c'est un peu ça. Donc essaie de mettre en valeur et essayer d'agencer les couleurs parce que les couleurs aussi ça compte. Pas avoir un CV noir sur blanc et voilà te dire que bon je me dis hein, donc voilà il y a tout non mais tu as parfaitement raison concernant le CV et les couleurs. Par exemple on sait que les filles généralement c'est le rose, blanc, les garçons c'est peut-être blanc, bleu, noir, les trucs comme ça, les couleurs en fait. Donc en réalité en gros voilà ce que tu as dit concernant les documents que les gens négligent souvent. Tu me dis bien si c'est ça en fait. Concernant les documents que les gens négligent souvent, lorsqu'il s'agit, tu as dit qu'il s'agit du CV et de la lettre de motivation. Et dans la lettre de motivation, ça ne se fait pas en 2 heures de temps. Mais ça se fait avec le temps en fait, que ça se bonifie, si on peut dire comme ça là. Oui. Donc en réalité, et dans la lettre de motivation, on doit parler de son projet professionnel et son projet d'études. Et tu as dit que le projet d'études, en quelque sorte, moi je dis souvent le processus qui mène vers ton projet professionnel, dans le chemin qui mène vers ton projet professionnel. Donc, vérifier la cohérence de formation. Donc, si c'est la même filière, tu dois continuer la même filière également jusqu'à ton projet professionnel. C'est un peu ce que tu as dit concernant la motivation. Et maintenant, le CV, tu as remercié Loïc également, Loïc que je connais bien. Merci. Je tiens à te remercier également, Loïc, parce que bon, tu as transmis les connaissances à Maëva, elle également m'a transmis ces connaissances-là. Et c'est ça que transmet aussi aux abonnés. C'est très important. Et nous tous, nous disons merci à Loïc. Donc Loïc t'a dit de mettre les bonnes notes en rouge pour que ça attire l'attention des agents du comité de sélection. Ça attire aussi mon attention. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le comité de sélection a parfois plusieurs dossiers. Et du coup, en moyenne, on passe 6 secondes sur un dossier, sur un CV. Ce qui fait que 6 secondes, c'est très petit. Si tu mets les notes en rouge, même ces 2 secondes, je pense qu'il va lire. Oui, il va remarquer. C'est ça. Exactement. Donc, ce que tu as dit, vraiment, pour moi, c'est impactant et c'est inspirant. Merci.
Donc, c'est un peu en quelque sorte le résumé de ce que tu as dit. Ok, on peut continuer? Oui. D'accord. En réalité, la question, je ne vais pas te poser vraiment parce qu'en réalité, tu as répondu à cette question. Et la question, il s'agit de quelle était ta stratégie pour réduire les de motivation impactante? As-tu des conseils spécifiques à partager? Tu en as tellement partagé. Tu as répondu à cette question même sans qu'on te pose. C'est ça avec Max des procédures. Donc, elle est majeure des procédures, quoi. Mais non. Elle a tellement accompagné des personnes que bon. Et les gars, moi, je vous dis déjà, ne dites pas que vous voulez son contact pour demander qu'elle vous écrive. Elle a dit en ce moment qu'elle faisait quoi? La thèse, elle était en 2e année. Donc, les gars, elle est hyper occupée. Donc, c'est impossible. Donc, je te vois déjà venir, en fait. C'est impossible. Elle est vraiment occupée. Très, très occupée. Et déjà, merci pour ton temps que tu as accordé. Et on peut me raconter une petite anecdote. Ça, c'est la 2e fois qu'on tourne la vidéo en espérant que ça va donner cette fois-ci. Donc, au fond, on a tourné la vidéo pendant 4 heures. On s'est rendu compte que ce n'était pas comme on voulait. On n'a pas enregistré la vidéo comme on voulait. Ça a plutôt pris le jour. Donc, on espère qu'on va voir une vidéo cette fois-ci. Mais ça va aller. On a testé, ça va aller. Ok. Même la question 6, selon moi, tu as déjà répondu parce qu'en réalité, ça concerne le CV. Comment as-tu structuré pour rendre ton CV attractif aux yeux des universités françaises? Tu as déjà répondu à ça posément. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va aller au choix de formation. Donc, au 3e volet, il y a quelque chose de choix de formation et université. D'accord. Parce qu'en réalité, Maëva, plusieurs étudiants m'écrivent chaque fois sur TikTok, YouTube. Comment choisir le bon choix de formation. Mais sauf que je ne peux pas dire simplement comme ça. Il faut analyser le dossier avant de dire. Donc, à partir de ton expérience, tu vas le dire également. Parce que moi, ils vont te dire, moi, j'ai une licence en droit. Comment faire? Mais lorsque vous faites payer l'accompagnement, on vous suit. On prend le dossier, on analyse et on vous dit ce qu'il faut. Par exemple, un étudiant qui a 18 de moyenne, il a des très, très bonnes notes. Peut-être tu vas l'envoyer, tu vas conseiller, peut-être Paris-Saclay. Ou bien peut-être, je ne sais pas. Mais peut-être que quelqu'un qui est dans les 14-15, tu peux conseiller ailleurs. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a 10, tu vas dire ne pas à Paris-Saclay, tu perds ton temps. Bon, entre guillemets, parce qu'il y a un gars qui a eu 11, après c'était à la Sorbonne. Ouais, c'est ça dépend, mais chacun a sa chance en fait. Mais moi, je pense que ça aussi, ça dépend aussi de la motivation, de l'aide de motivation de la personne. Et aussi, est-ce que la personne a juste eu 11 je vais dire, en dernière année ou la personne a eu 11 tout le long de en moyenne? C'est ça que je veux savoir. Bien. La personne n'a pas donné les détails, la personne n'a pas donné les détails. Ça peut arriver que voilà, la personne a eu 11 peut-être en première année et puis après la personne a travaillé et voilà, a upgrade, tu vois. Donc le plus important c'est l'évolution et aussi la motivation qui accompagne. Voilà, non, mais façon dont elle parlait, moi par exemple j'ai évolué, j'avais 10, 13, 14, mais je ne peux pas dire que je suis venu en France avec 10. Tu vois un peu? Forcément, la personne a update, la personne a augmenté, soit la personne a plutôt, je ne sais pas, baissé. Bon, mais après, il me dit peut-être ça dépend de son projet d'études, de son CV, sa lettre de motivation. Ça nous confirme que seules les notes ne suffisent pas. Mais quand moi je parlais au cas où les deux ont un dossier solide, on va prendre celui qui a 18, toi qui a 10, on te laisse d'abord. Si vous avez le même dossier qui est solide en fait, dans ce contexte. Ok, Maëva, je vais aller à la prochaine question à te poser. D'accord. Concernant le choix d'université et le choix de formation, parce que c'est la question qui dérange beaucoup d'étudiants, comme je disais précédemment. En réalité, comment as-tu sélectionné les universités françaises? As-tu privilégié d'autres écoles, d'autres universités par rapport à d'autres? Merci beaucoup, Ismaël, pour la question. Déjà, on va aller de manière générale. Ok. Donc, j'ai d'abord commencé à regarder quelles sont les universités qui proposent en fait des formations qui sont déjà en lien avec ce que j'ai fait précédemment, enfin, en lien avec ce que j'ai fait en licence ou que j'ai fait en début master 1 au Cameroun, et également qui me permettront d'atteindre mon projet professionnel après.
Ensuite, une fois que j'ai sélectionné ça, vu que moi, mon objectif, c'était déjà d'avoir une bourse d'études, donc c'est pas toutes les écoles, c'est pas toutes ces formations-là qui peuvent proposer des bourses d'études. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en plus de causer avec l'aîné et de faire des recherches, j'envoyais également des mails aux responsables de formation pour leur demander est-ce que cette formation propose des bourses d'études pour la suite, etc., etc. Et donc, en fonction des retours que j'avais, j'essayais de faire des ablations, des sélections, voilà. Et donc, aussi, il y avait aussi parmi ceux-là, vu que c'est pas toutes les écoles qui proposent des bourses, c'est généralement des universités un peu, on va dire, je vais pas dire prestigieuses, mais des grandes universités qui proposent des bourses d'études. Donc, la plupart, pas tous, mais la plupart en fait avaient avec des programmes de bourse également. Et donc, une fois que cela a été fait, voilà, je suis allée sur Campus France et voilà, j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Donc, en gros, voilà ce qu'elle dit. Elle dit ceci. En réalité, avant de choisir ses universités, elle écrit aux responsables de formation, est-ce que votre programme offre une bourse d'études ou pas? Et maintenant, lorsque les universités ont répondu, elle a sorti une liste. Donc, elle a spammé d'autres universités. Elle a mis les universités qui n'offrent pas de bourse d'un côté. Et maintenant, les universités qui offrent des bourses, elle a écrit, elle a candidaté. Elle est allée sur Campus France et elle a candidaté. Donc, et surtout en fonction des formations, c'est ça. Et surtout avec les formations qui étaient en lien avec ce que j'avais fait avant et qui me permettait d'aboutir à mon projet professionnel. Parce qu'on ne sélectionne pas les formations au hasard. Donc, comme j'ai dit, si, par exemple, j'ai fait de la physique fondamentale avant, j'ai pris, par exemple, un master 1 en physique fondamentale ou physique appliquée. Bon, ça reste toujours dans le même domaine. Pour par la suite faire un master 2 spécialisé en tel domaine et après pouvoir faire une thèse de doctorat dans tel domaine. Et tout ça me permettra, en fait, d'aboutir à mon projet professionnel par la suite. Donc, certaines corrélations entre les... Une forte corrélation, voilà, en fait. C'est ça, exactement. Exactement, voilà. D'accord. J'espère que vous avez compris ce qu'elle a dit. Donc, en réalité, vous voyez, son dossier était vraiment structuré depuis le début. Elle a tout tracé. Elle a fait des recherches. Elle a envoyé des mails. Elle a tout fait. Elle s'est inspirée également de son mentor qui était déjà meilleur dans son domaine aussi. Et je pense qu'il était boursier aussi. Oui, également. tout à fait. Donc, en réalité, peut-être vous allez me poser la question que Ismaël, comment t'es accompagné? Est-ce que toi, tu es boursier? Oui, j'étais boursier. Je suis boursier. Bon, j'étais boursier, en fait, c'était le passé. Donc, en réalité, ça se transmet. Toi aussi, tu peux avoir ta bourse. Donc, c'est très important si tu es accompagné par France Études. Donc, en réalité, merci pour cette question. Maëva, tu as répondu à la question que je voulais te poser. Comment tu t'es renseigné sur le programme? Peux-tu recommander certaines ressources utiles? Est-ce que tu peux recommander certaines ressources utiles? Comme je l'ai dit, si vous n'avez personne à qui vous renseigner, soit vous faites accompagner par des organismes, notamment par France Études. Donc, je pense qu'ils seront ravis de vous aider. En plus de cela, il ne faut pas vous dire que voilà, je vais me faire accompagner par France Études et ne rien faire. Donc, vous faites des recherches vous-même. Donc, vous cherchez. Donc, n'hésitez surtout pas à envoyer des mails. Donc, écrivez aux différents responsables de formation. Il y en a qui répondent rapidement, il y en a qui prennent du temps avant de répondre parce qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Mais n'hésitez surtout pas à envoyer des mails, à contacter les écoles pour avoir des informations. Et voilà, il faut toujours être à l'affût des informations, chercher, fouiller, regarder les vidéos et tout. Voilà, c'est un peu ça. Et voilà. Donc, en réalité, elle a bien fait, elle a conseillé France Études, mais elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Voilà ce qu'elle dit. Vous pouvez vous faire accompagner par France Études, mais ne restez pas attendre qu'ils font tout à votre place. C'est normal, nous on ne fait pas tout à votre place. On a dit l'accompagnement. Donc on vous accompagne, on vous supervise. Donc c'est un peu comme un examen. On prépare l'étudiant pas composé. Donc c'est en quelque sorte ça. Et concernant l'envoi des mails, Maëva, oui. Il faut dire quelque chose d'important parce qu'en réalité, envoyer des mails, il y a des gens, tu vois, la personne va envoyer un mail, ça va tout gâter. Mieux la personne n'envoie même pas. Ça dépend du contenu concernant le mail. Tu vois, il y a les mails qui te gâtent tout. Il y a les mails qui te permettent d'entrer presque dans la tête du comité de sélection parce qu'il y a des mails qui marquent beaucoup. Imagine-toi que tu envoies un mail impactant. Donc, un mail vraiment bien structuré, impactant, qui montre ta motivation. Un mail comme une lettre de motivation avec ton nom dessus, par exemple.
et que le comité de sélection te répond, ou bien la scolarité te répond. Quand tu vas candidater sur Campus France, on va se rappeler ton nom. Ah. C'est une touche secrète et c'est à France Études qu'on fait beaucoup plus ça en fait. Donc, on vous aide à faire des mails comme des lettres de motivation que vous envoyez. Et lorsqu'on va vous répondre, on va caler votre nom dessus. Le comité de sélection va retenir le nom inconsciemment. Et ça va créer en lui une dette morale. Non, mais c'est vrai, Maëva, si vous êtes là, par exemple, tu fais la thèse, et si on te dit que tu es au comité de sélection, et je suis au Cameroun, en septembre ou bien en octobre, je t'envoie un mail, je t'explique mon projet, et je t'explique beaucoup de choses, tu trouves une cohérence, et maintenant tu me réponds normalement, peut-être en 3 phrases, par exemple, et on se sépare. En mai, par exemple, quand tu vas tomber sur mon dossier, ou bien en février, quand tu tombes sur mon dossier, forcément, tu vas te rappeler. Ok, ouais. Tu vas te rappeler, tu vas dire que non, c'est l'étudiant-ci. Et là, même parfois, s'il y a peut-être que 2 étudiants, l'OCA 15 et l'OCA 14, si c'est toi qui avais 14 et tu as fait ça, moi, je pense que je vais prendre celui qui a 14. Parce que la personne avait anticipé depuis, en fait. Donc, c'est une touche secrète, en fait. Sachez écrire des mails, alors. Sachez écrire des mails. Oui, sans faute aussi, parce que les fautes là, ça n'a pas de sens. Et structurer, espacer, pas juste des mails comme si c'était un SMS que vous envoyez. Donc, c'est toute une manière de faire. Et surtout, éviter les coucous. Ah non, quand même. Quand même. Non, mais sérieux. Il y a des personnes qui m'écrivent en disant coucou. Sérieux. Une personne m'écrit, elle a besoin d'informations et elle me dit coucou. Nous ne sommes pas quand même des camarades de classe. Bon, c'est très important de préciser en fait. Parce que coucou bien salut, LST. Moi, quand je vois, ce n'est pas sérieux en fait. Ce n'est pas vraiment sérieux. Ce n'est pas sérieux. Bon, je me dis que ce n'est pas sérieux. Ça devait être professionnel en fait. Parce qu'on parle de l'accompagnement et on parle des parents et tout demande du sérieux. Ok. Merci beaucoup plus pour cette question. Maintenant, on va aller à la partie suivante, qui est en quelque sorte la gestion du temps et de l'organisation. Parce que j'imagine, vous faites des procédures, il fait des études, et peut-être chercher de l'argent pour s'organiser. Il faut s'organiser, il faut mieux gérer son temps. Parce que, selon moi, le temps, c'est l'une des choses les plus précieuses. En réalité, les procédures Campus France peuvent être longues et très, très stressantes. Comment as-tu géré ton temps pendant les procédures Campus France? Je me rappelle vraiment pas, Ismaël, pour être vrai, mais tu as soulevé un point très important. Elles peuvent être stressantes. Tout le monde le sait, c'est une période très très stressante. Et comment je me suis organisée, je me rappelle pas trop, mais je faisais de mon mieux pour gérer entre les cours à la fac, les activités en parallèle que je faisais et les procédures. Moi, je pense que pour pouvoir, déjà il faut s'organiser et pouvoir tenir le coup. Moi, je pense que c'est la motivation. Du moment où tu es motivé parce que tu fais, je pense que voilà, le reste, ça vient. Donc, je n'ai pas spécialement une méthode pour dire que voilà, je prenais par exemple du lundi pour faire ça, après du mardi pour faire ça. Non, je me souviens vraiment pas. Mais voilà, il faut rester motivé, donc se donner. Même si voilà, il y a des gens qui peuvent recevoir des refus des écoles. Par moment, il faut pas perdre espoir, il faut rester motivé, chercher des solutions et tout à côté et aussi beaucoup prier. Je sais pas si vous êtes croyant, mais pour des croyants, essayez de mettre tout ce que vous faites dans les mains de Dieu, enfin pour les croyants et voilà, pour ceux qui sont pas croyants, voilà ce qu'ils ont à faire, voilà. Et je n'ai pas vraiment de programme à vous donner par rapport à ça, juste que voilà, moi je pense que la motivation c'est en plus pour aller de l'avant quand on fait ce genre de procédure et surtout que voilà, ce n'est que le début de ce qui vous attendra quand vous allez arriver en France.
France. Donc voilà, si déjà en faisant les procédures, vous abandonnez que non, il y a tellement de choses à faire, tellement de papiers, tellement de non, arrivant en France, vous serez toujours confronté à ça, du moins au début, le temps de s'adapter. Mais voilà, ne perdez pas espoir et continuez. Voilà, c'est ça. D'accord, merci pour cette question. Et elle a dit, comme elle a dit, je vais vous raconter une petite anecdote. Elle a dit que même si on a parfois des refus, parce que ça me rappelle quelque chose en fait. Quand j'ai eu ma première réponse sur Campus France, c'était un refus. Ah mince. Et lorsque j'avais à faire les concours, j'ai échoué les concours. Et je ne méritais pas échouer vu le profil en fait. Bon, donc selon moi, je pense pas que je méritais échouer parce que vu l'épreuve qui était venue et mon niveau durant la préparation de cet examen, et lorsque j'ai eu un refus, j'étais contacté, j'ai dit j'ai eu un refus. C'est bizarre. J'étais triste, tu m'as dit non, ça va aller, ainsi de suite. Deuxième réponse, c'était un refus. J'étais encore contacté. Là, j'ai dit non, c'est fini. Là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Et surtout que mon téléphone avait sonné lors de l'entretien. Je t'avais dit ça, je te rappelle bien. Mon téléphone avait sonné lors de l'entretien. Je t'avais dit que non, c'est fini. C'est l'entretien que j'ai raté. Il n'y a rien à faire. Parce que je ne comprends pas comment je commence avec 2 refus. Et après, la troisième réponse, c'était l'acceptation. Avec l'innovation passée, c'est de dire, on peut inspirer. Donc, ce qu'elle dit est très, très important. Lorsque vous faites des procédures, même si vous avez des refus, la dernière université peut t'accepter. Et le but, c'est d'avoir une seule acceptation. C'est ça qui est très, très important. Ouais. Donc, franchement, merci pour ce conseil. Oui, je voulais aussi rajouter que n'hésitez pas aussi pour multiplier les chances, à aller vers des universités qui sont en parallèle à Campus France, par exemple. Je vais pas dire, bon, Paris-Saclay, enfin, il y a des gens qui vont pas postuler à Paris-Saclay parce qu'ils vont se dire que c'est sélectif, mais bon, je pense qu'il y a Paris-Saclay, il y a d'autres formations aussi qui sont pas connectées à Campus France, et voilà, une fois que tu as l'acceptation, tu peux revenir à Campus France pour terminer la procédure. Donc, n'hésitez pas, en fait, à faire ça aussi en parallèle pour multiplier les chances, voilà, et ne pas rester concentré que sur les 16 formations que vous allez choisir en Campus France, histoire d'avoir plusieurs, de ne pas mettre ses œufs dans un même panier. Voilà, c'est juste ça. Exactement. Avant, on m'avait dit, je ne sais pas si l'information était vraie, avant, on avait droit à 14 choix sur Campus France. Je ne savais pas. Ouais, on m'avait dit, un aîné m'avait dit qu'on avait droit à 14 choix sur Campus France. On est descendu à 7 choix. Et 7 choix, c'est vraiment petit. Et Paris-Saclay, moi, je pense qu'on ne paye pas pour candidater. Sauf si je me trompe. Non, pas du tout. Il n'y a pas de frais. Mais tu juste ne payes rien en candidatant. Ouais. Mais juste que je pense que après que tu aies l'acceptation, de Paris-Saclay, tu reviens voir Campus France pour une autre procédure. Je pense que c'est la procédure préconsulaire. Et là, je pense que tu dois payer les frais. Tu dois faire un mini entretien. Oui, les frais Campus France, oui, tu dois faire l'entretien. Oui, donc. C'est un peu comme les écoles. Bon, c'est un peu comme les écoles privées. Comme ça que les écoles privées font en fait. Donc, tu candidates en ligne. Une fois qu'on t'accepte, tu viens sur Campus France à se accepter. Après, on va te faire l'entretien. Si tu rates l'entretien, on envoie l'ambassade. Si tu réussis l'entretien, on envoie l'ambassade. Et maintenant, l'ambassade décide si ils vont donner le visa. Le visa ou pas. Voilà, c'est ça. Oui. Voilà. Donc, en réalité, au début, ça ne... Parce que Campus France doit payer les frais avant d'avoir l'acceptation ou bien d'avoir le refus. Au Paris-Saclay, tu ne paies rien au début. Tu n'as qu'à faire un CV, une lettre de motivation. Et après, tu candidates, si tu as un dossier parfait. C'est vrai, c'est sélectif, mais tu ne paies rien. Et tu pars, tu paies en fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un conseil. Vous pouvez candidater à Paris-Saclay. Vous pouvez la voir dans les locaux de Paris-Saclay. Un jour, vous la voir dans les locaux de Paris-Saclay. C'est bien, c'est très important. Ou bien un jour, elle peut vous donner. C'est pour cet été. Les deux, en fait. On ne sait pas. Ça dépend. Maëva, tu as dit quelque chose tout à l'heure. Et lorsque tu faisais la procédure, tu n'avais pas vraiment un calendrier que tu faisais. Tu faisais. Mais sauf que Campus France, c'est un calendrier.